Alors, bonjour à tous, je pense que je suis live si j'ai bien compris les explications. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau webinaire sur la nouvelle législation sur la protection des lanceurs d'alerte. Alors, quelques informations pratiques avant de se lancer dans le webinaire. La présentation qui est affichée, donc le PowerPoint, peut être téléchargé par tous les participants. Apparemment, c'est sur le côté droit de l'écran. Donc, normalement, il devrait y avoir un lien avec la présentation. Donc, si vous voulez suivre en téléchargeant ou si vous voulez télécharger à la fin de notre présentation, n'hésitez pas. Pour info aussi, à la fin de la présentation, vous allez recevoir automatiquement un certificat de participation de l'application GoToWebinar. Donc, à ce niveau-là, ce sera apparemment automatique, pas à s'inquiéter. Et dernière information, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On n'aura pas de Q&A officiel à la fin de ce webinaire. Par contre, vous pouvez toujours poser vos questions dans le chat tout le long de la présentation. Et soit on y répondra par écrit, soit si on s'estime compétent pour y répondre directement, on peut le faire également durant la présentation. Donc voilà, ça c'était pour les informations pratiques. Et maintenant, je vais donc avoir la charge de commencer ce webinaire avec une présentation assez brève du cadre législatif qui est donc applicable à l'heure actuelle sur la protection des lanceurs d'alerte. Alors, voilà, ça ce sera la table des matières. Donc, je vais commencer par expliquer brièvement le cadre législatif belge suite à l'adoption de la nouvelle loi sur la protection des lanceurs d'alerte, qui est donc assez récemment a été publié récemment au Moniteur belge et qui sera bientôt entré en vigueur. Margot du logiciel Whistleblower qui présente durant ce webinaire nous donnera une présentation aussi sur le logiciel de son entreprise qui peut aider pour les canaux de signalement internes de protection, enfin pour les lanceurs d'alerte pour lancer un signalement. Et on va également vous parler de manière pratique de comment on peut mettre en place un canal de signalement interne, vu que ce sera bientôt une obligation en vigueur. Donc pour les aspects de droit social, je donnerai la parole à ma collègue Estelle Renard qui assurera la présentation au niveau de droit social et ma collègue Olivia Santonio va également vous présenter les aspects caractère protection des données à caractère personnel du nouveau système de protection des lanceurs d'alerte. Donc voilà pour la table des matières. Pour ce qui s'agit, pardon, je me suis emballée. Pour ce qui s'agit du cadre législatif belge, voici un bref aperçu. Donc comme vous le savez peut-être, la raison de la nouvelle loi qui va entrer en vigueur prochainement, c'est donc à la base la directive européenne qui a été adoptée en 2019, donc il y a assez longtemps de cela, et qui pendant longtemps a été la seule base légale qu'on avait en tête à ce niveau-là, donc qui contenait une série d'obligations minimales à mettre en place dans les États membres pour assurer une protection efficace et équilibrée des lanceurs d'alerte, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun cadre législatif applicable de manière générale en Europe. On s'est rendu compte que, en fait, les lanceurs d'alerte, c'était assez pratique pour détecter les infractions et que tant qu'il n'y avait pas de cadre législatif, c'était pas très motivant pour un lanceur d'alerte de se lancer et de signaler une infraction, par exemple au sein de son entreprise, alors qu'il y avait un risque de représailles et aucune protection en place. Donc ça, c'est la raison pour laquelle le législateur européen s'est mis au travail, a mis en place les obligations minimales et il y avait donc une obligation de transposer pour décembre 2021. La Belgique étant la Belgique, on était un peu en retard. Donc, c'est-à-dire qu'on a commencé le processus gouvernemental en janvier 2022. Le projet de loi, il a été adopté. Donc, le projet de loi a simplement été proposé en octobre 2022. Et au final, il a seulement été adopté en novembre et publié au Moniteur belge ce décembre 2022. Et c'est-à-dire que vu qu'on est en retard, les obligations vont entrer en vigueur assez rapidement par rapport à la publication au Moniteur belge, avec une distinction entre les grosses entreprises, donc guillemets, et les plus petites entreprises. C'est-à-dire que les grosses entreprises de plus de 250 travailleurs doivent déjà mettre en place, par exemple, les systèmes de protection et les canaux de signalement interne pour le 15 février 2023.
très prochainement, et les plus petites entreprises, mais qui sont quand même dans le champ d'application de la loi, donc les entreprises qui ont entre 50 et 250 travailleurs, ont un délai un peu plus étendu pour avoir le temps de mettre ça en place tranquillement. Et eux ont donc, comme vous voyez sur les slides, jusqu'au 17 décembre 2023 pour la mise en place d'un canal de signalement interne. Donc ça, c'est un peu l'historique de la loi. Maintenant, de manière plus importante, qu'est-ce qu'elle dit? Et d'abord, à qui s'applique-t-elle? Parce que ce que la directive d'abord et la loi essaient de faire, c'est de mettre en place un cadre de protection efficace et équilibré, c'est-à-dire que tout n'est pas protégé, mais il n'y a pas n'importe qui et pas n'importe quel signalement qui rentre dans le champ d'application de la protection mise en place par la loi. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a vu son collègue voler un fruit dans la barquette que on est protégé si on signale l'infraction. C'est-à-dire qu'il y a une série d'infractions spécifiques qui font l'objet de la protection. Et à ce niveau-là, la loi belge s'est inspirée de la directive européenne qui, elle, avait mis en place deux types de champs d'application des infractions protégées, ou plutôt des signalements relatifs à des infractions qui concernaient les intérêts de l'Union qu'elle voulait protéger. Et donc, elle a choisi de protéger les signalements relatifs à des infractions, tout d'abord à des domaines, donc qui sont listés ici et qui sont relatifs aux intérêts de l'Union, forcément, donc, par exemple, marché public, protection des consommateurs. Et toutes les infractions liées à ces domaines-ci sont donc protégées par le champ d'application de la loi, c'est-à-dire que tous les signalements relatifs à des infractions liées à ces domaines sont protégés. Donc, il y a les domaines et il y a également des types d'infractions que l'on voit ici, les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et les infractions au marché intérieur qui ne font pas vraiment partie d'un domaine, mais sont plutôt des types d'infractions qui sont également protégées. Donc ça, c'était la directive européenne. La loi belge s'en est fortement inspirée, mais a étendu ce champ d'application. C'est-à-dire, au lieu des 10 domaines présents sur le slide, ils ont rajouté 2 domaines pour faire une liste de 12 au total et a donc éjecté la fraude et l'évasion fiscale, ainsi que la lutte contre la fraude sociale. Donc, toutes les infractions liées à ces domaines peuvent donc faire l'objet d'un signalement sous la protection du cadre législatif. Et outre les infractions, les types d'infractions comme ceux aux intérêts financiers de l'Union, qui sont également protégés par la loi belge, on a rajouté aussi les types d'infractions qui sont les infractions aux règles relatives au fonctionnement du marché unique européen. Donc, toutes ces infractions sont protégées et au lieu de faire une liste exhaustive de voilà, bah ça ce sont les domaines et les types d'infractions et tout ça c'est les normes législatives qui sont constitutives de violations qui sont protégées, la loi belge a été assez large et a fait une liste non exhaustive de types de législation dont les infractions sont protégées et en gros n'a pas cadré de manière extrêmement stricte et limitée, mais a plutôt mis par domaine et par type une protection générale. Donc voilà pour le champ d'application matériel, en sachant que la loi précise également que la protection qu'elle accorde dans ce champ d'application limité ne fait pas obstacle au régime de protection qui existait déjà dans des champs d'application encore plus limités, donc par exemple le droit aux syndicats sociaux et pour les procédures d'intervention en matière de risques psychosociaux. Donc à ce sujet-là, la loi précise qu'elle n'y porte pas atteinte, mais précise également que si le régime de protection des lanceurs d'alerte est plus protecteur, les personnes qui rentrent dans le cadre du champ d'application des lois protection en matière de risques psychosociaux, etc., peuvent également invoquer la loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Donc ce n'est pas l'un ou l'autre et on choisit, c'est le régime le plus protecteur s'applique et peut être invoqué par le travailleur concerné. Donc ça, c'est pour le champ d'application matériel. Maintenant, qui peut lancer l'alerte? De nouveau, c'est assez large et on a voulu être protecteur d'une catégorie générale plutôt que de personnes très particulières. Donc, c'est toute personne travaillant dans le secteur privé qui a obtenu des informations de violation dans un contexte professionnel. Donc, c'est vraiment le contexte professionnel qui est un peu le critère déterminant.
Et la loi précise en faisant une liste des gens qui seraient concernés a priori, donc, par exemple employés, salariés, indépendants, mais également candidats à l'emploi, tant que c'est dans un contexte professionnel qu'on est tombé sur l'infraction et qu'on l'a signalé. Donc, ça c'est qui peut être protégé. Maintenant, quelle est la protection? Donc, une fois qu'on est dans le champ d'application de la loi, qu'est-ce qu'elle prévoit maintenant alors qu'avant il n'y avait aucune protection? Le plus important, en tout cas c'est un peu la raison de la loi, c'est qu'il ne peut pas y avoir de représailles. Quand il y a signalement, on ne peut pas punir la personne qui est protégée, qui rentre dans le champ d'application pour le signalement, alors qu'avant il n'y avait pas de régime de protection. Ce qui fait qu'en pratique, il y a un renversement de la charge de la preuve. Parce qu'avant, si on était viré parce qu'on avait signalé une infraction qu'on avait constatée, il fallait qu'on prouve non, mais c'est parce que j'ai signalé ceci, ce qui était assez compliqué. Alors que maintenant, vu qu'il y a ce régime de protection en place, si on a lancé un signalement et qu'on est viré, c'est-à-dire que c'est l'employeur qui devra prouver je l'ai viré pour d'autres raisons. Donc, ce qui est évidemment beaucoup plus protecteur de l'employé, du salarié, etc., de la personne protégée. Également, d'autres mesures de soutien qui ont été mises en place pour assurer encourager la personne à signaler si elle a envie de signaler, c'est une confidentialité du signalement. Donc là, on parle de confidentialité, c'est-à-dire que la loi fait une différence entre les signalements confidentiels et les signalements anonymes. Il y a une obligation que le signalement soit confidentiel, c'est-à-dire que quand on fait un signalement, par exemple en interne, ce ne soit pas tout le monde est au courant à la pause café, on dit que Marc a signalé cette infraction. Non, c'est que le canal de signalement interne qui est mis en place, ça doit être un accès très strict et seules les personnes autorisées peuvent avoir accès à ce canal interne de signalement. Toute personne n'étant pas impliquée dans le processus de signalement ne pourront pas avoir accès à cette information. Il y a donc une obligation de signalement confidentiel. Et la loi prévoit également que les canaux de signalement interne qui sont mis en place doivent permettre l'anonymat, en tout cas dans les grosses entreprises de plus de 250 travailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire, mais qu'on devrait pouvoir encourager le travailleur à, s'il le veut, faire un signalement anonyme, où là, c'est même le récepteur du signalement qui ne sait pas qui a fait le signalement interne. Donc, différence entre confidentialité et anonymité, la confidentialité étant obligatoire, une mesure de protection obligatoire selon la loi. Donc, confidentialité, absence de représailles et une autre mesure de protection, c'est les mesures de soutien. C'est-à-dire que le travailleur doit non seulement avoir de l'information sur à qui il peut s'adresser, il doit savoir ce qu'il doit faire, etc. Il ne doit pas être laissé dans le flou sur les protections qui lui sont accordées, mais également, il doit avoir du soutien, il doit pouvoir parler des conséquences de son signalement. Donc, on doit mettre en place un système où la personne se sent encouragée et suivie dans ce processus. Donc, ce sont les protections. Et de nouveau, les protections sont équilibrées et limitées pour ne pas pousser à faire des signalements qui ne seraient pas justifiés ou qui sortiraient un peu de nulle part. Donc, il faut qu'il y ait un motif raisonnable de croire que l'infraction a été réalisée pour pouvoir faire un signalement. Ça, ce sont de nouveau les conditions de la loi, une fois qu'on rentre dans le champ d'application, avant de faire le signalement, quand est-ce que la protection s'applique. Donc, il faut avoir eu des motifs raisonnables et il faut que le signalement ait eu lieu dans les conditions prévues par la loi. C'est-à-dire que, j'y reviendrai, la loi permet certaines formes de signalement et la protection ne s'applique que si les conditions et les formes nécessaires ont été respectées. Donc, pour avoir la protection, il faut tout simplement entrer dans le champ d'application de la loi, donc qui, quel type d'infraction, etc. Il faut avoir respecté les conditions de signalement et il faut qu'il y ait honnêtement un motif raisonnable qui fait croire qu'il y a une infraction. Donc, il faut juste être une personne prudente et diligente. Je pense que c'était juste pour s'assurer qu'il n'y ait pas de signalement un peu injustifié. Donc, ça, c'est les conditions. Voilà comment faire un signalement. Donc ça, c'était la condition dont je viens de vous parler. Il faut respecter les méthodes de signalement qui sont imposées. C'est-à-dire que la loi propose 3 formes de signalement à un lanceur d'alerte.
doit y avoir un canal de signalement interne, un canal de signalement externe ou une divulgation publique. Donc, j'ai constaté une infraction. La loi impose que j'ai ces 3 options, en sachant qu'il y a des conditions différentes pour ces options. C'est-à-dire que si je suis dans un contexte professionnel et que je fais partie d'une entreprise, je dois nécessairement tout d'abord avoir l'option de faire un signalement dans le canal interne, donc le canal de mon entreprise, au sein de mon entreprise. Ça, si j'ai constaté une infraction au sein d'une entité juridique du secteur privé, je dois alors pouvoir faire un signalement tout d'abord confidentiel et, comme j'ai dit, potentiellement anonyme au sein de mon entreprise dans le canal de signalement interne auprès soit d'un gestionnaire de signalement interne, donc désigné au sein de mon entreprise, soit que mon entreprise a désigné un prestataire de services externe pour créer ce canal interne. Donc, par exemple, à travers le logiciel Whistleblower dont Margot nous parlera. Quoi qu'il en soit, je dois avoir un moyen mis à ma disposition par mon entreprise qui donne accès à un signalement notifié à mon entreprise. Ça, c'est le canal de signalement interne. Si j'ai constaté ça dans ma société ou dans mon entreprise, bref. Il y a également toujours une possibilité de signalement externe, c'est-à-dire un signalement en dehors de ma société, en dehors de mon entité juridique, aux autorités compétentes qui sont précisées dans la loi. Et ça est soumis à la condition que le travailleur doit avoir l'impression qu'il ne sera pas entendu en interne. Donc, s'il a l'impression que ça ne sert à rien de signaler au sein de son entité juridique, il doit avoir l'option de signaler l'infraction constatée aux autorités compétentes et le travailleur doit être informé par son entité juridique qu'il a cette possibilité, que s'il n'a pas l'impression qu'il sera entendu, il a également la possibilité de lancer une alerte à l'extérieur aux autorités compétentes. Donc, toujours cette deuxième option. Et la dernière option, c'est la divulgation publique. Donc, à des journalistes, en dehors des autorités compétentes, en dehors de mon entreprise, vraiment au public. Et elle est soumise, évidemment, vu qu'il est plus risqué, à plus de conditions. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir constaté que les méthodes de signalement habituelles, donc internes ou externes, n'ont pas abouti ou ne servent à rien, n'ont pas donné lieu à une réponse appropriée. Il faut qu'il y ait vraiment un danger réel et imminent pour l'intérêt public. Donc, ça ne peut pas être n'importe quel début d'infraction assez mineur. Il faut que ce soit quelque chose qui mérite une divulgation publique. Et il faut... Pardon, à chaque fois je dis et c'est où. C'est une des 3 conditions qui sont listées sur le slide. Donc, je reprends, soit quand aucune action n'a été entreprise suite à mon signalement par les voies usuelles, soit que j'ai une peur objective et raisonnable des représailles, soit qu'il y a une infraction qui est constatée qui crée un danger réel et imminent au public. Dans une de ces 3 conditions donc limitatives, alors une personne est autorisée et sera protégée si elle fait une divulgation publique au lieu de choisir un canal interne ou externe. Alors, ça, c'est donc le cadre législatif actuel, les mesures de protection qui sont mises en place par la nouvelle loi. Donc, c'est les règles générales qui s'appliquent. Maintenant, comment les mettre en place, j'y reviendrai dans la suite du webinaire sur comment mettre notamment un canal de signalement interne en place vu que c'est une obligation qui va rentrer en vigueur assez rapidement. Comme je l'ai dit, ça peut être par exemple par un gestionnaire de signalement interne, mais ça peut également être par voie d'un prestataire de services externe, notamment par un logiciel. Et du coup, pour ces aspects pratiques que je ne connais pas du tout, je vais donner la main à Margot de Whistleblower Software qui va nous expliquer un peu le logiciel qu'elle présente pour faciliter les signalements. Merci beaucoup. Alors, je vais tout de suite présenter mon écran. Voilà. Donc, normalement, vous devriez voir la page avec Green Company et Whistleblower Software. Voilà. Donc, en fait, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter très brièvement la page de signalement.
notre logiciel et également le back-end. Donc, la page de signalement, c'est typiquement la page à laquelle aura accès le lanceur d'alerte. Et puis, le back-end, c'est justement, comme on expliquait tout à l'heure, des juristes d'entreprise, des responsables RH qui vont être à même de recevoir ces alertes et de les traiter, de mener d'avoir une politique interne pour lanceur d'alerte, etc. Donc voilà. Ici, dans un premier temps, on voit donc cette page de signalement qui est donc très simple et qui a quelques informations donc à destination du lanceur d'alerte. Je reviendrai plus en profondeur sur ces éléments par la suite. Mais donc voilà, en gros, l'idée est très simple, c'est que c'est un simple lien qui peut être un simple lien URL, comme vous voyez ici, qui va donc être mis à destination des employés afin qu'ils puissent lancer leur alerte. On parlait également des catégories, donc les champs du droit qui sont concernés par cette législation. Effectivement, on ne peut pas lancer une alerte dès qu'on vole un fruit, comme on vous expliquait tout à l'heure. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous montrer donc, du côté du back-end de la plateforme comment vous pouvez paramétrer différentes catégories pour pouvoir faire en sorte que vous ne recevez pas des alertes non plus sur tout et n'importe quoi, par exemple. Donc ici, je vais me connecter sur le compte. Donc imaginons que je suis un juriste d'entreprise. Je vais pouvoir me connecter. Et donc, on a accès alors au back-end de la plateforme. Et donc, dans cette colonne de gauche, vous voyez qu'il y a différents éléments. Il y a une section alerte, donc assez intuitivement, c'est dans cette section-ci qu'on va pouvoir recevoir les alertes une fois qu'elles seront lancées. Et puis, je vais directement aller ici dans la section catégorie, où vous allez pouvoir justement paramétrer en fait toutes ces sections. Donc, nous, par défaut, au niveau de la plateforme, on en a déjà tout un tas qui sont actives, qui sont représentées ici, comme vous pouvez le voir. Mais vous pouvez bien sûr les changer, avoir des personnes aussi qui seront affectées à certaines catégories, qui seront donc notifiées dès qu'une alerte sera lancée pour certains types de catégories en fonction d'expertise que vous pourriez avoir au sein d'une entreprise. Voilà, et donc vous pouvez tout à fait ajouter de nouvelles catégories, en modifier et faire en sorte que la plateforme et que votre canal de signalement soit bien en conforme à la législation. Voilà. Et bien sûr, je repasserai alors à tous les éléments que vous voyez ici sur la gauche. Je vous présenterai ça un petit peu à la fois au fur et à mesure de ce webinaire. Mais voilà, je pense qu'on peut revenir maintenant à la présentation et je vous présenterai le reste tout à l'heure. Merci Margot. J'espère que vous pouvez me voir et m'entendre. Voilà, je suis Estelle Renard, je suis Senior Associate dans le département Employment de Lydiane. Et vous ne pouviez pas me voir maintenant, vous pouvez me voir, donc rebonjour. Comme je le disais, je suis Senior Associate dans le département Employment de Lydiane et aujourd'hui, nous allons voir ensemble, donc dans le cadre de la mise en place d'un canal de signalement interne, le champ d'application et la validité du régime actuel, c'est-à-dire est-ce que en tant qu'entité juridique, vous avez l'obligation de mettre en place un canal interne et que faire si vous avez déjà un canal, est-ce que ce canal est encore approprié vu la nouvelle législation. Alors, vous l'avez déjà entendu dans la partie bleue là, quelles sont les entités juridiques qui sont tenues de mettre en place un canal interne? Ce sont en fait toutes les entités qui comptent plus de 50 travailleurs. Alors, comment est-ce qu'on calcule ce seuil? La loi nous indique qu'il faut en fait calculer ce seuil de la même manière que dans le cadre des élections sociales, à la seule différence qu'en principe, dans le cas des élections sociales, on va calculer le seuil au niveau de l'UTE, mais ici, ce qui est important, c'est la notion d'entité juridique. Et donc, le seuil est à calculer par entité juridique, même si au niveau de la Belgique, imaginons vous avez un groupe international qui a plusieurs entités ou un groupe belge qui a plusieurs entités, on ne va pas additionner les travailleurs par entité, donc on ne va pas tenir compte de tous les travailleurs de l'ensemble de ces entités du groupe, mais on va regarder entité par entité et donc individuellement. Comme je le disais, en principe, ce sont les entités juridiques qui comptent plus de 50 travailleurs qui doivent mettre en place un canal interne. Veuillez noter qu'il y a tout de même une exception. Donc, effectivement, les entités juridiques qui relèvent du secteur financier, on vise en fait les entités juridiques qui offrent des services financiers,
des services de prévention de blanchiment d'argent et de lutte contre le terrorisme, ces entités juridiques-là ont l'obligation de mettre en place un canal interne de signalement, même si elles n'atteignent pas le seuil de 50 travailleurs. Donc, peu importe finalement le nombre de travailleurs qu'elles emploient, elles doivent mettre en place un canal de signalement. Maintenant, il est possible que vous, en interne, vous êtes une petite entreprise qui ne compte par exemple que 20 travailleurs au niveau de l'entité juridique. Se pose bien évidemment la question, enfin, d'un point de vue légal, vous n'êtes pas obligé de mettre en place le canal de signalement, mais peut-être que c'est quelque chose que vous souhaiteriez quand même mettre en place parce que ça se justifie peut-être par le type d'activité que vous avez, par des précédents au sein de l'entreprise. Sachez en tout cas que vous êtes totalement libre de mettre en place ce canal, même si vous n'y êtes pas légalement obligé, donc même si vous n'avez pas 50 travailleurs et si vous n'êtes pas une entité qui offre des services financiers. Alors, la deadline pour mettre en place le canal interne, et je pense que Lola vous l'a déjà indiqué, mais en tout cas pour les entreprises qui comptent au moins 250 travailleurs ou plus, ben, la deadline est en fait le 15 février 2023, donc c'est dans un peu moins d'un mois. Donc, en principe, vous avez déjà commencé à mettre en place le canal interne. Pour les entités qui comptent entre 50 et 249 travailleurs, là, la loi a laissé un petit délai de grâce et laisse aux entreprises, aux entités juridiques, jusqu'à la fin de cette année, le 17 décembre pour être plus précis, pour mettre en place ce canal interne. Alors, ce qu'on voit également souvent, c'est que même avant l'adoption de cette loi, beaucoup d'entreprises avaient en fait déjà des politiques internes sur le lancement d'alerte, des canaux internes ou externes de communication. Et donc, se pose maintenant la question, ben, qu'en est-il de mon régime actuel? Est-ce que je peux le laisser en place ou non? Ben, tout dépendra en fait de son adéquation et sa conformité par rapport à la loi qui a été adoptée. Donc, en ce qui concerne le champ d'application matériel, et Lola l'avait déjà indiqué, mais il y a certains domaines dans lesquels des infractions peuvent être signalées. Donc, ces domaines vont de toute façon être repris dans votre régime, votre politique de lancement d'alerte, mais il est tout à fait possible éventuellement d'élargir le champ et de prévoir d'autres domaines dans lesquels un lancement d'alerte ou un signalement est possible. Il y a également le champ d'application personnel. Donc, si vous avez déjà mis en place un canal avant l'entrée en vigueur de la loi, vérifiez le champ d'application personnel de cette politique, puisque la loi nous dit que les canaux et procédures internes doivent au moins permettre aux travailleurs de l'entité juridique de faire des signalements sur des violations et des infractions. Donc, en principe, il faut au moins permettre aux travailleurs. Se pose la question maintenant, est-ce qu'on va élargir le champ d'application personnelle? Est-ce qu'on va permettre à d'autres personnes de faire des signalements, comme repris dans le champ d'application personnelle de la loi, par exemple des indépendants, des futurs ou anciens travailleurs, des actionnaires. Donc, je pense que notre recommandation, c'est d'avoir un champ d'application personnelle et de permettre au plus de personnes possible de faire un signalement pour garder justement tous ces signalements en interne, pouvoir les traiter en interne, éviter des signalements externes qui peuvent alors éventuellement porter atteinte à la réputation de la société. Lorsque vous regardez également et vous faites cet exercice de conformité de votre politique actuelle avec la loi, ben, se pose aussi la question de la qualité en fait de l'outil que vous avez mis en place, parce que est-ce que ça répond aux exigences de qualité qui sont prévues par la loi? Et quand je parle de qualité, c'est par exemple l'exigence d'impartialité de la personne qui va traiter, va recevoir le signalement ou va également traiter le signalement par la suite. Est-ce que le timing qui est prévu par la loi, puisque la loi prévoit qu'il faut envoyer un accusé de réception à la personne qui fait un signalement dans les 7 jours et il faut avoir un retour d'information sur le signalement qui a été fait dans les 3 mois, ben, est-ce que votre politique actuelle, elle respecte bien ces timings? Et est-ce que vous garantissez également la confidentialité d'identité de la personne qui fait le signalement, puisque la loi prévoit également une confidentialité des données de l'auteur du signalement. Alors, une autre question qui se pose, c'est vous êtes peut-être une entreprise en Belgique qui fait partie d'un groupe plus grand et vous dites, ben, en fait, au niveau du groupe, on a déjà une procédure interne de signalement. Est-ce que c'est vraiment obligatoire maintenant de mettre en place un canal interne pour nous en Belgique, pour notre entité? Mais là, la législation est plutôt stricte et aussi les recommandations européennes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous atteignez 50 travailleurs,
calculé selon les seuils que j'ai exposés juste avant, ben, vous devez mettre en place le canal interne, même s'il y a déjà au niveau du groupe un canal de signalement de violations, donc de signalement d'infraction. Maintenant, rien n'empêche que si vous avez mis en place un canal interne au niveau de votre entité juridique belge, qu'il y ait en même temps un canal de signalement au niveau du groupe. Donc, la coexistence des deux est tout à fait possible. Alors, après s'être donc posé la question de faut-il ou non mettre en place un canal interne, est-ce qu'on répond aux conditions ou non, ben, se pose bien évidemment aussi la question pratique de la mise en œuvre de ce canal interne et comment donner forme à ce canal interne. Particulièrement ici, vous voyez la mise en place d'un canal interne. Et donc, il y a certaines choses qui sont importantes qu'on retrouve dans la loi quant à la forme que ce canal interne doit prendre et aux garanties qui doivent en fait encadrer ce canal interne. Alors, je pense qu'un des premiers principes qui est très important, c'est la sécurité et la confidentialité du canal. Je vais vous donner un exemple très simple. On pourrait par exemple imaginer qu'on ait une boîte aux lettres au 4e étage de l'entreprise dans laquelle les travailleurs peuvent faire des signalements et mettre une petite enveloppe avec voilà, une violation qu'ils veulent signaler. Se pose bien évidemment la question de l'accès. Est-ce que d'autres travailleurs peuvent éventuellement avoir accès à cette boîte aux lettres? Est-ce que quelqu'un pourrait retirer les informations qui sont dans cette boîte aux lettres? Donc c'est pour ça que c'est tellement important de garantir finalement la sécurité du moyen de communication et dans la mesure où il faut également garantir la confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement, de la personne au sujet de laquelle le signalement est fait et éventuellement des tiers qui sont impliqués dans le cadre de ce signalement. Il faut vraiment veiller à utiliser des moyens de signalement, des canaux internes qui sont sécurisés. Il faut également empêcher l'accès de tiers non autorisés aux canaux de signalement, donc aux informations qui auront été données par le biais du canal de signalement, donc interne. Donc, si vous avez par exemple une adresse email, ben, ça fait en sorte qu'il n'y ait qu'une ou deux personnes clairement identifiées qui ont accès à la mailbox dans laquelle les signalements vont être reçus et éviter que des tiers non autorisés aient accès. Se pose également la question des signalements anonymes. Donc, et la loi le prévoit, dans les entreprises qui comptent au moins 250 travailleurs ou plus, il faut permettre de faire des signalements anonymes. Dans les entreprises qui comptent moins de 250 travailleurs, c'est votre choix, libre à vous de décider si vous voulez accepter ou non des signalements anonymes. Alors, quand vous mettez en place le canal interne de signalement, ben, vous posez forcément aussi la question de qui va gérer ce canal, qui va pouvoir recevoir les signalements et qui va traiter ensuite et investiguer en fait le signalement qui aura été fait. Donc, en fait, vous pouvez tout à fait tout traiter en interne. Donc, vous pouvez désigner une personne en interne ou un service, ça pourrait être par exemple le service RH, quelqu'un de finance qui reçoit et qui va alors étudier les signalements en question. On prévoit également une mutualisation. Donc, pour les entreprises, les entités juridiques qui comptent moins de 250 travailleurs, on pourrait prévoir que plusieurs entités se mettent ensemble et mutualisent finalement les ressources et partagent des canaux de signalement. Et puis, il est également tout à fait possible de faire un outsourcing finalement et d'externaliser vers un prestataire de services externe la gestion finalement du canal interne de signalement. Alors, quand on parle de ressources et outils de signalement, parce que finalement, vous posez la question, oui, signalement, mais par quel biais? Donc là, il y a différentes possibilités. La loi prévoit que les signalements puissent être faits tant de manière orale qu'écrite. La loi prévoit, par exemple, une réunion physique. Donc, si l'auteur du signalement le souhaite, il peut demander à ce qu'il soit reçu physiquement par la personne compétente pour recevoir son signalement. Dans quel cas, la réunion doit être faite dans un délai raisonnable. Il est tout à fait possible également de prévoir une hotline ou une messagerie vocale automatique, par exemple disponible 24 heures sur 24, ou alors une adresse email sécurisée, c'est-à-dire une adresse spécifique prévue que pour les signalements et qui sera gérée par une personne spécifique désignée, mais il est également tout à fait possible, et en fait c'est ce qu'on vous expose aujourd'hui dans le cadre de ce séminaire, de faire appel à des plateformes ou logiciels spécialisés tels que Whistleblower Software. Alors, ce que prévoit également la loi, c'est que vous ne pouvez pas simplement mettre en place comme ça votre canal interne de signalement. En fait, la loi prévoit également une consultation préalable obligatoire
avec les partenaires sociaux. Ça veut dire concrètement, ça veut dire que la politique finalement que vous allez mettre en place de qui va traiter les plaintes, dans quel délai, pour quelle matière, qui peut faire des signalements, tout ça devra être repris soit dans une politique, soit dans un code of conduct. On peut éventuellement aussi prévoir le règlement de travail, même s'il est plus difficile à modifier par la suite, il offre moins de flexibilité, donc on se dirigerait plutôt vers une politique. Mais en tout cas, cette politique que vous avez et qui va exposer toutes les règles de mise en œuvre de ce canal interne doit être soumise pour information et consultation aux organes compétents. Et là, on va suivre la cascade. Donc, si vous comptez plus de 100 travailleurs et que vous avez un conseil d'entreprise, vous allez soumettre en fait cette politique au conseil d'entreprise, à défaut à la délégation syndicale, à défaut au CPPT et à défaut aux travailleurs. Mais donc, si vous comptez plus de 250 travailleurs et que vous devez donc mettre en place votre canal pour le 15 février au plus tard et que vous n'avez pas encore débuté en fait le travail de mise en place de ce canal et de cette politique, mais tenez quand même bien compte du fait que vous avez cette consultation des partenaires sociaux qui est obligatoire et tenez-en donc compte dans la gestion de votre timing. Ce qui est important, nous sommes en Belgique et donc il y a des règles strictes en matière d'emploi des langues, c'est que votre politique en matière de lancement d'alerte soit bien évidemment rédigée dans la bonne langue en fonction de la région dans laquelle se trouve votre siège. Et puis je terminerai sur le fait que si vous voulez, l'atout ou ce qui est important finalement dans la mise en place de ce canal interne, c'est d'avoir un canal interne qui est solide, une procédure interne qui est solide et qui encourage quelque part les travailleurs à faire usage de ce canal-là plutôt que d'un canal externe pour garder tout en interne, pouvoir gérer les éventuels signalements en interne et éviter que tout ça aille directement en externe. Alors, je vais maintenant laisser à nouveau la parole à Margot et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, je représente mon écran. Voilà, est-ce que ça apparaît? Oups, voilà, tout à fait. Alors, on est de retour sur la page de signalement ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans un premier temps dans la peau justement d'un lanceur d'alerte au sein de Green Company. Ensuite, je vais vous montrer, une fois que cette alerte a été lancée, disons, qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'entreprise, comment est-ce qu'on peut gérer cette alerte, et puis comment on peut aussi surtout créer cette page de signalement. Parce que vous allez voir que tout peut être entièrement paramétré en fonction de vos besoins au sein de chaque entreprise. Voilà. Donc, dans un premier temps, on se retrouve donc sur cette page de signalement. On peut voir ici, donc il y a le logo de l'entreprise, tout est paramétré en fonction de la couleur, du logo de l'entreprise, qu'on puisse reconnaître qu'on est bien sur le canal de signalement de Green Company. Et puis alors ici, on va voir qu'il y a la possibilité, on parlait de donner cet accès à ce canal dans différentes langues. Vous allez pouvoir ajouter les différentes langues juste ici, quand vous allez créer la plateforme. Et donc la langue le canal est disponible dans 70 langues au total, donc a priori les besoins belges sont couverts. Vous allez ensuite pouvoir partager au sein de cette même page donc différentes informations aux lanceurs d'alerte. Alors ici, c'est un petit peu standard dans le cadre de cette démo, mais on voit donc par exemple qu'il y a la politique de signalement, la politique de confidentialité, expliquer comment lancer une alerte en utilisant notre logiciel par exemple. Pour juste vous donner un petit exemple chez nos clients, en fait, comment ça s'est passé, c'est que eux, voilà, ils ont écrit cette politique où ils expliquent vraiment l'objectif du canal de signalement, qui peut lancer une alerte, dans quel cadre, comment les alertes sont gérées par la suite avec les délais, etc. Enfin voilà, toutes ces informations qui sont vraiment très importantes et dont le lanceur d'alerte doit connaître en fait. Voilà. On voit ensuite ici qu'il y a deux boutons. Un bouton pour lancer une alerte et un bouton pour effectuer un suivi d'une alerte existante. Parce qu'en fait, le lanceur d'alerte va pouvoir voir toutes les communications en fait, qui seront effectuées par les personnes qui vont gérer les alertes. Il va pouvoir aussi suivre le statut de son alerte, est-ce qu'elle a été reçue, où en est l'enquête, qu'est-ce qui se passe. Il va pouvoir effectuer tout ça via cette même plateforme. Donc c'est vraiment très, très simple d'utilisation. Voilà, ici ce que je vais faire, c'est lancer une alerte. Ce qui est important à retenir aussi, c'est que cette page, elle est entièrement paramétrable. Donc ici, voilà, j'ai décidé de poser quelques questions au lanceur d'alerte avant qu'il puisse envoyer son signalement ici. Mais vous pouvez tout à fait imaginer que vous allez poser plus de questions selon vos besoins et ce qui vous semble pertinent.
Ici, j'ai par exemple laissé la possibilité au lanceur d'alerte de lancer une alerte de façon orale. Et donc, s'il clique ici, il va pouvoir effectuer son enregistrement. Voilà, il va expliquer ce qui s'est passé. Et puis, on va pouvoir proposer au lanceur d'alerte de déformer sa voix, ce qui est important, par exemple, dans le cadre d'un signalement anonyme. On va du coup pas pouvoir reconnaître qui a lancé cette alerte orale. Voilà. Et donc, le fichier s'ajoute ensuite ici en page, voilà, ici en audio, en pièce jointe, en fait, finalement. Ce que je vais pouvoir faire, c'est lancer une alerte aussi de façon écrite, en fait, hein, tout simplement. Donc ici, je vais donner un titre, par exemple, à mon alerte. On va dire que c'est un cas de fraude. Voilà. Je vais pouvoir choisir si je veux lancer une alerte de façon confidentielle ou anonyme. Ajouter d'autres pièces jointes si j'ai des photos, des vidéos, tout type d'éléments qui pourraient expliquer ce que j'ai vu. Et puis alors, donner une petite description de ce qui s'est passé, le plus précisément possible, bien sûr. On va ensuite pouvoir choisir, par exemple, un département. Alors ici, j'ai décidé de vous montrer ça justement parce qu'on parlait du cas des groupes. Et donc, il y a cette possibilité, par exemple, d'ajouter différents groupes dans différents pays, si c'est quelque chose qui vous concerne. Donc ici, on va choisir le cas de la Belgique, l'entité belge. Puis alors, je vais pouvoir choisir une catégorie. Donc, c'était les catégories dont on parlait tout à l'heure avec les différents types d'alertes qui peuvent être lancées. Donc voilà, ici, on va dire que c'est un cas de fraude, par exemple. À partir du moment où j'ai choisi donc un département et une catégorie, on voit qu'ici, il y a des conseillers qui s'affichent. Donc ça, ce sont les personnes en fait qui vont recevoir l'alerte au sein de cette entreprise. La raison pour laquelle ici, pour cette démo, j'ai décidé que ces noms s'affichent, c'est parce que ça peut être vraiment très intéressant pour le lanceur d'alerte de voir ici que par exemple Jean-Michel Dupont fait partie des conseillers. Parce que peut-être que Jean-Michel Dupont est concerné par cette alerte et donc le lanceur d'alerte va pouvoir désélectionner par exemple cette personne s'il estime ou si elle estime que son impartialité pourrait être remise en cause par exemple. Voilà, donc c'est une option. Après, si bien sûr vous, au sein de l'entreprise, vous préféreriez que votre nom en tant que conseiller ou gestionnaire de cas ne soit pas affiché, c'est aussi une possibilité. Mais voilà, c'est une garantie d'impartialité, disons. Alors là, j'ai envoyé mon signalement. Et puis alors, on va ensuite pouvoir sauvegarder ce mot de passe ici, qui est très long, très sécurisé. Et en fait, c'est via ce mot de passe que le lanceur d'alerte va pouvoir effectuer un suivi sur l'alerte qui vient de lancer. Donc, il va pouvoir télécharger ici ce mot de passe, justement, avec l'URL vers la page de signalement. Comme ça, il va pouvoir voilà, entrer en communication avec les gestionnaires de cas et voir ce qui se passe. Il va aussi pouvoir donner son adresse mail. Ici, vous voyez que c'est optionnel. Ce qui est très important par rapport à cette adresse mail, c'est qu'elle va être cryptée par la plateforme. Donc, en aucun cas, même dans le cadre d'un signalement anonyme, vous allez pouvoir voir cette adresse. Elle sera cryptée. C'est vraiment juste pour que la plateforme puisse envoyer une notification dès qu'il y aura une réponse, par exemple, d'un gestionnaire de cas, un nouveau message que le lanceur d'alerte va pouvoir consulter, ou simplement notifier le lanceur d'alerte que son alerte a bien été reçue dans les délais impartis, enfin ce genre d'éléments qui sont très importants. Voilà, donc ici je confirme bien que j'ai enregistré mon mot de passe, je vais continuer. Et puis voilà, l'alerte elle est lancée. Donc du point de vue du lanceur d'alerte, c'est vraiment très simple. Ce que je peux faire maintenant, c'est suivre justement l'alerte que je viens de lancer. Donc je vais coller le mot de passe que vous aviez vu tout à l'heure. Et je vais pouvoir voilà, accéder à l'alerte en fait, que j'ai juste envoyée. Donc on voit par exemple ici que le statut est encore nouveau, tout ça va pouvoir être changé et donc le lanceur d'alerte va vraiment pouvoir effectuer un suivi complet de ce qui se passe. Il va pouvoir par exemple envoyer un message par la suite, dire bonjour, j'ai oublié des pièces jointes, et donc les ajouter par la suite juste ici, effectuer un nouveau enregistrement audio si besoin est, et envoyer son message. Donc voilà, c'est assez intuitif, très facile à utiliser. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est du point de vue de l'entreprise, une alerte a été lancée, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais me reconnecter maintenant sur la plateforme. Et puis alors, on va voir ici, en rafraîchissant la page, voilà, qu'il y a un nouveau signalement qui a été envoyé ici. Donc, dans la catégorie, dans la colonne de gauche, on va voir ici qu'il y a la section alerte. Je vais pouvoir justement voir cette nouvelle alerte qui a été envoyée avec une échéance à respecter. Il faut pouvoir répondre dans un certain délai au lanceur d'alerte. Et je vais pouvoir accéder ici donc, à cette alerte et voir un petit peu ce qui se passe. Je vois par exemple que le lanceur d'alerte m'a envoyé un message.
je vais pouvoir lui répondre, bonjour, poser par exemple une question par rapport à cette alerte, enfin commencer l'investigation si vous voulez. Je vais pouvoir lui envoyer ce message. Et alors là, la plateforme détecte que c'est la première interaction qu'on a avec le lanceur d'alerte et on va pouvoir, par la même occasion, du coup, lui envoyer une notification par rapport à la réception de cette alerte. Donc voilà, ici c'est bien reçu, du coup, je vais confirmer ça. Et donc là, le lanceur d'alerte est informé que quelque chose s'est passé, il a été notifié. On va pouvoir ensuite avoir toutes sortes d'outils pour gérer cette alerte dans la colonne de droite ici. On va par exemple pouvoir donner des accès spécifiques à cette alerte. Donc pour l'instant, on voit que ce sont ces personnes-ci qui sont sur la plateforme à qui on a décidé de donner accès à la plateforme. Mais si par exemple, vous avez besoin à un moment donné d'un conseiller externe, un avocat par exemple, pour pouvoir vous accompagner dans la gestion de cette alerte, vous allez tout à fait pouvoir ajouter un utilisateur qui n'aura du coup accès qu'à cette alerte-là en particulier. Voilà, donc faire en sorte que vraiment les alertes ne soient pas accessibles à tout le monde. Ensuite, on a bien sûr la possibilité aussi d'anonymiser un signalement, par exemple. Donc, si vous voulez, par exemple, partager justement cette alerte à un collègue pour avoir certaines informations, peut-être des conseils supplémentaires, voilà, vous avez accès à des informations qui sont confidentielles et que vous ne pouvez donc pas partager à tout le monde. Vous allez pouvoir éditer un rapport, si vous voulez, en parallèle, hein, c'est le même rapport ici, le même signalement. Vous allez pouvoir supprimer tous les éléments qui sont problématiques, qu'on ne veut pas partager, et donc créer un rapport voilà, en parallèle et donner alors accès à certaines personnes à ce nouveau rapport pour avoir un conseil, par exemple, sur la gestion de cette alerte. Vous allez aussi pouvoir ajouter des utilisateurs, comme on vous expliquait tout à l'heure, hein, tout le monde ne devrait pas avoir accès à la plateforme, il faut que ce soit confidentiel. Et donc, vous allez pouvoir ici avoir accès aux personnes qui ont accès, enfin, donner accès à différentes personnes à cette plateforme. Et vous allez pouvoir donner des autorisations spécifiques. Donc, par exemple, typiquement, un administrateur aura accès à l'ensemble de la plateforme, mais vous pouvez aussi avoir, par exemple, des personnes qui n'auront accès qu'aux alertes. Ou alors des personnes qui n'auront accès qu'aux statistiques. Si par exemple, vous faites partie du département RH, vous ne voulez pas voir les alertes, vous n'allez pas les gérer, mais vous aimeriez savoir quel type d'alerte on reçoit le plus souvent au sein de l'entreprise pour peut-être comprendre la culture de l'entreprise, c'est ce qui se passe en fait globalement. Sans avoir accès aux alertes, vous allez pouvoir décider de ça en fait en interne. Donc ça permet vraiment de sectionner qui a accès, qui n'a pas accès. Maintenant, ce que je vais vous montrer ici, c'est comment on peut justement paramétrer cette page de signalement. Donc, ça va être dans la colonne de gauche ici, page de signalement. Vous avez ici accès en fait à l'URL que vous allez pouvoir donc partager. Vous allez pouvoir gérer différents types de paramètres ici, dont les paramètres d'anonymat de la plateforme. Est-ce qu'on veut laisser justement cette option au lanceur d'alerte? Vous allez pouvoir créer différentes pages ici. C'est les pages de signalement qu'on voyait tout à l'heure. Hein. Vous allez pouvoir les créer dans différentes langues pour s'assurer que le lanceur d'alerte puisse lancer son alerte dans sa langue maternelle. Vous allez pouvoir générer aussi différents formulaires. Donc ça, ce sont les questions justement qu'on va pouvoir poser aux lanceurs d'alerte. Et on va pouvoir faire en sorte du coup de spécifier vraiment en fonction des différentes catégories quel type de questions on veut poser voilà, aux lanceurs d'alerte. Vous allez pouvoir paramétrer ça. Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour cette partie-ci et je vous présenterai par la suite comment on peut justement ajouter une politique de signalement sur la plateforme. Voilà, je reprends. Voilà. Merci Margot, du coup, pour la présentation des fonctionnalités du software. Et comme annoncé, du coup, on a eu un aperçu général des obligations en place et un moyen de mettre en place votre canal de signalement interne via le logiciel Whistleblower. Donc, une fois que vous avez compris les obligations, que vous êtes prêt à vous lancer, il est temps de le mettre en place, mais également d'informer les travailleurs, les personnes protégées de ce que vous avez choisi de mettre en place, de leurs mesures de protection, des procédures à suivre pour avoir la possibilité d'exercer leurs droits, quels sont leurs droits, etc. Tout cela, la loi oblige votre entreprise à informer le travailleur de manière claire et accessible à cet égard.
et c'est pourquoi on recommande fortement de mettre en place une politique de signalement qui est accessible aux travailleurs ou autres personnes protégées et concernées de l'entité juridique à laquelle vous appartenez, et afin donc d'informer les personnes concernées de leurs droits, de comment ils peuvent les exercer, des mesures de protection qui sont en place, donc en gros de rendre hyper clair et hyper facile pour ces personnes de faire un signalement et de savoir quelles sont les mesures, quel est le champ d'application de la protection, etc. Par exemple, on recommande de expliciter dans cette politique quel est le champ d'application matériel et personnel de la protection pour être sûr que les personnes savent bien que ce n'est pas tous les types d'infractions, que le signalement est limité, que ce sont ces personnes-ci qui peuvent faire la protection, de vraiment savoir quand ils sont protégés et pourquoi, d'également rendre très clair ce qu'ils doivent faire quand ils ont constaté une infraction et qu'ils veulent la signaler, c'est-à-dire donc de décrire la procédure de signalement en les rendant conscients de leurs droits. Donc, comme Margot l'a mentionné, il y a certains délais à respecter. Donc, il y a des obligations selon la loi une fois qu'il y a eu un signalement, envoyer un accusé de réception à la personne et de respecter un délai qui, il me semble, est de 3 mois en déant l'accusé de réception. Donc, tout ça, ça doit être rendu très clair, donc ça fait partie de la procédure. La personne protégée doit savoir que c'est ça qui va se passer et que c'est ça qu'il doit faire et que c'est cette procédure qui va être mise en place. Également, donc, rendre clair à qui il doit s'adresser, donc quel a été le canal de signalement interne qui a été mis à disposition, est-ce que c'est un gestionnaire interne ou est-ce que par exemple c'est un logiciel, est-ce que c'est un prestataire de services externe. Tout ça doit être rendu très clair. Il doit aussi avoir la connaissance que si le canal de signalement interne n'est pas approprié, il y a également d'autres possibilités, donc le canal de signalement externe, quelles sont les autorités compétentes, savoir quand il peut s'adresser directement au public, quand une divulgation au public est possible, également savoir que c'est confidentiel, quand ça peut être anonyme et comment il doit faire pour que ce soit anonyme, donc vraiment rendre clair quelles sont ses possibilités pour être sûr d'exercer ses droits. Tout ça doit être rendu très clair dans une politique de signalement. Également, au niveau de ces données, protection de ces données à caractère personnel, dont ma collègue Olivia parlera plus tard, ça doit être rendu clair. Donc, il y a une série d'informations, de droits et de mesures qui doivent être reprises dans cette politique pour être sûr que la personne protégée n'a aucun doute sur les droits qui lui sont accessibles, sur les mesures qui sont à sa disposition pour exercer ses droits et quelles sont les procédures et dans quelles conditions ces protections, ces mesures et ces droits sont accessibles. Du coup, je vais rendre déjà la parole à Margot pour qu'elle explique quelle est la fonctionnalité du logiciel Whistleblower à cet égard justement de la politique de signalement à mettre en place au sein de votre entreprise. Voilà, hop. Et je dis au revoir. Voilà, merci beaucoup. Alors en fait, vous allez pouvoir ajouter justement cette politique de signalement juste au niveau de la page, ici, cette politique d'alerte, pardon, juste ici au niveau de la page de signalement. Donc c'est le paramétrage de la page qu'on voyait tout à l'heure. Dans la section page ici, je vous expliquais qu'on va pouvoir ajouter des pages dans différentes langues. Vous allez pouvoir créer différents onglets en fait ici. Donc je vais arriver sur la page en français par exemple. Et donc créer une page en différentes langues, ajouter différents onglets et justement ici vous allez pouvoir ajouter par exemple la politique de signalement comme je vous avais montré par exemple avec Dany Chagro, et donc vous allez pouvoir ajouter des sous-titres, des titres, enfin faire en sorte que la page soit un petit peu plus lisible, peut-être ajouter des documents que vous voulez partager aux lanceurs d'alerte vraiment pour qu'ils puissent comprendre quelle sera la procédure en fait qui est mise en place, comment il est protégé, enfin tous ces éléments vraiment très importants. Voilà. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, je suis Olivia Santantonio et je vais donc vous présenter la dernière partie de ce webinaire dédié donc à l'implémentation du canal de signalement. Ah, excusez-moi, petit détail pratique. Voilà, vous me voyez maintenant. C'est encore mieux. Donc, la question donc, de l'implémentation d'un système de lanceurs d'alerte et les aspects GDPR. Alors,
Plus concrètement, de quoi vais-je vous parler à présent? Premièrement, pourquoi est-ce que le GDPR va s'appliquer et pourquoi est-ce pertinent de parler de cette réglementation par rapport aux lanceurs d'alerte? Ensuite, les points d'attention dans un système de lanceurs d'alerte. Et puis concrètement, une checklist avec les documents que vous allez devoir créer ou mettre à jour. Et enfin, une liste de recommandations qui, vous allez voir, est un résumé de ce que je vous aurais expliqué précédemment. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Pourquoi donc parler donc de GDPR? Parce que, comme vous l'aurez sans doute constaté au vu des exposés précédents, quand il y a un signalement qui est fait, qu'il y a un signalement d'une violation d'une de ces différentes réglementations, cela implique quasi, et même on peut dire automatiquement, un traité de données à caractère personnel. Des données à caractère personnel, comme vous le savez, c'est toute information qui concerne une personne physique et qui permet et qui est susceptible de permettre d'identifier directement ou indirectement cette personne. On vise plus particulièrement deux catégories de personnes physiques dans le cadre de cette législation et dans la mise en œuvre d'un tel système. D'une part, les données à caractère personnel de l'auteur du signalement, donc du lanceur d'alerte. Dans la législation belge, on parle de auteur de signalement, ce qui explique que ce terme se retrouvera parfois dans la présentation, mais c'est vrai qu'on a tendance à parler plus généralement de lanceur d'alerte. Comme Lola vous l'a déjà expliqué, plusieurs personnes peuvent être cet auteur de signalement. Ça peut être un employé, un stagiaire, un bénévole, ça peut être quelqu'un d'interne à l'entreprise, mais ça peut être également quelqu'un d'externe à l'entreprise. Donc, ça, c'est la première catégorie, je dirais, de personnes dont les données vont être traitées. Et à côté de ça, il y a une deuxième catégorie de personnes, à savoir ce qu'on appelle la personne concernée. Donc, c'est la personne qui est visée dans le signalement et à laquelle on reproche d'avoir commis une violation d'une des différentes législations. Donc, quand on parle de personnes concernées au sens de la législation sur les lanceurs d'alerte, on ne vise donc pas la personne concernée au sens du GDPR. Au sens du GDPR, la notion est plus large puisque dans ce cas-là, c'est toute personne dont les données à caractère personnel sont traitées. Donc voilà, c'est malheureusement un terme un peu maladroit peut-être qui a tendance à engendrer un peu de confusion dans les esprits. Donc, on a parlé des catégories de personnes physiques. À côté de ça, se pose la question, mais quelles sont les catégories de données à caractère personnel qui vont être traitées? Il va y avoir des données dites, on va dire, normales, des données d'identification, nom, prénom, fonction, adresse, numéro de téléphone, par exemple, de l'auteur du signalement. À côté de ça, il peut y avoir également des enregistrements audio, puisqu'il y a des signalements qui peuvent être faits oralement ou ça peut être aussi une preuve d'une violation. Et à côté de ces deux catégories de données, il y a également tout ce qui concerne les catégories particulières de données, donc qui sont des données plus sensibles, comme des données relatives à la santé, des données relatives à une appartenance syndicale, des données biométriques, et enfin des données relatives à des condamnations pénales ou à des infractions pénales. Comme vous le savez sans doute, pour ces deux dernières catégories de données qui sont donc visées par les articles 9 et 10 du GDPR, il y a des règles plus strictes qui s'appliquent vu que ce sont des données plus sensibles. À titre d'exemple, par exemple, pour des données particulières, on pourrait dire des données relatives à la santé d'employés dans le cadre d'un signalement relatif à une violation d'une législation en matière d'environnement qui engendrerait des problèmes de santé sur des employés. Il y a souvent, comme vous vous en doutez, des données relatives à des condamnations pénales ou à des infractions, vu qu'il y a des violations de différentes législations.
Donc, comme vous l'aurez compris, pour toutes ces raisons, le GDPR va trouver très souvent à s'appliquer quand il y aura un signalement et donc quand il y aura ce système de lanceur d'alerte qui sera mis en place. Deuxième point à l'ordre du jour, donc les points d'attention quand on pense à la mise en œuvre d'un système de lanceur d'alerte. Par rapport à ces points, on en revient, je dirais, à l'article 5 du GDPR qui comprend donc vraiment les principes clés en matière de protection des données à caractère personnel. Et ce sont donc ces différents principes qui se retrouvent dans cet article 5 qui vont donc devoir être respectés dans le cadre de la mise en œuvre d'un système de lanceur d'alerte. Je vais vous parler de 5 points aujourd'hui. Premièrement, la base légale pour le traitement. Pour traiter des données à caractère personnel, il est indispensable que ce traitement soit donc licite et qu'il soit basé donc sur une base légale. Ces bases légales sont énumérées à l'article 6 du GDPR qui comprend une série de bases légales comme le consentement, une disposition législative, les intérêts légitimes, l'exécution d'un contrat. En ce qui nous concerne, par rapport à un système de lanceur d'alerte, donc ce sont les bases légales de la disposition législative, donc le petit c, ou les intérêts légitimes, le petit f, qui peuvent être pertinents. Mais cet article 6 s'applique pour les données normales, je dirais. Par contre, quand on se trouve dans le cadre de données particulières ou de données relatives à des condamnations pénales ou à des infractions, en plus du respect de l'article 6, il faut également trouver une base légale dans l'article 9 ou dans l'article 10 du GDPR ou également en ce qui concerne l'article 10 du GDPR dans la loi belge qui implémente cette disposition et donc plus particulièrement l'article 10. Donc voilà pour ce qu'il en est du premier point d'attention. Deuxième point d'attention, ça concerne les droits des personnes concernées et l'obligation de transparence. Alors l'obligation de transparence, c'est l'obligation d'information. Quand on traite des données à caractère personnel, il faut informer la personne que l'on traite ces données. Et comment fait-on cela? De manière assez classique, via des politiques de confidentialité, des politiques de vie privée. On verra tantôt où on peut insérer l'aspect relatif au système de lanceur d'alerte dans la politique de confidentialité générale de l'entreprise, où on peut prévoir une politique séparée dédiée spécifiquement à ce sujet. On peut le faire au niveau collectif via le comité d'entreprise, mais aussi de manière individuelle vis-à-vis de ses employés, par exemple. Donc ça, c'est la première obligation, l'obligation de transparence. À côté de cela, une personne concernée, au sens du GDPR, a également toute une série d'autres droits, un droit d'accès à ces données, un droit à l'effacement de ces données, et tout cela est prévu par les articles 12 et suivants du GDPR. Ce qu'il faut savoir par rapport à ces droits, c'est que ces droits ne sont pas des droits absolus et que le GDPR prévoit pour certains des exceptions et des limitations. Et c'est quelque chose qui est évidemment très important ici, et surtout par rapport à la personne concernée, pas au sens du GDPR, mais au sens de la législation sur les lanceurs d'alerte, puisque dans certains cas, si cette personne veut exercer son droit d'accès, il est logique évidemment de pouvoir s'y opposer et le refuser pour protéger, par exemple, la personne, l'auteur du signalement, si ce dernier ne l'a pas fait de manière anonyme. Donc ça, c'est pour le deuxième point. Troisième point d'attention, minimisation des données. Principe très important aussi du GDPR qui veut que quand on traite des données à caractère personnel, on ne peut traiter que les données qui sont nécessaires pour le traitement et la finalité en question. Cette règle s'applique bien évidemment ici et
d'autant plus même, j'ai envie de dire. Et donc, il faut bien avoir à l'esprit qu'on ne collecte que les données qui sont nécessaires. Et si on devait en collecter davantage, il importe de les détruire immédiatement. Dans le registre également, il importe de limiter vraiment aux données qui sont vraiment pertinentes et nécessaires. Par exemple, le nom, la fonction, que ce soit de l'auteur du signalement ou de la personne concernée. Et alors, il faudra les conserver jusqu'au moment où il y aura prescription. Quatrième point d'attention, comme vous vous en doutez, et comme on a déjà eu un peu l'occasion d'en parler, et surtout Margot y reviendra dans quelques instants, et ce qui est vraiment important, c'est tout l'aspect sécurité, parce qu'on traite de données à caractère personnel, mais de données surtout sensibles. Donc, il importe de protéger les données, surtout celles de l'auteur du signalement, pour éviter tout ce qui est notamment représailles. Donc, l'idée, c'est de mettre en place toute une série de mesures de confidentialité, de limiter l'accès aux données à certaines personnes, vraiment les seules qui doivent y avoir accès, de prévoir un système de signalement sûr, comme celui que Margot est en train de vous présenter depuis le début de ce webinaire, et donc de mettre en place une série donc, de mesures et de procéder à leur évaluation régulière, car comme on le sait au niveau des mesures de sécurité, ben, les systèmes, la technologie évolue et certaines mesures peuvent devenir obsolètes avec le temps et il importe donc de les mettre à jour. Dernier point d'attention et dernier principe de base également, vous allez me dire en matière de GDPR, tout ce qui touche au Privacy by Design et qui veut que quand on lance un nouveau projet, quand on crée un nouveau système, dès le départ, on ait donc le réflexe GDPR et qu'on applique correctement tous les principes et qu'on pense à la durée de conservation des données, qu'on définisse quelles données on a vraiment besoin, quelles sont également les finalités. Et de cette manière, ça permet également alors de garantir vraiment la confidentialité au niveau de l'identité, par exemple, de l'auteur du signal. Alors, troisième aspect, la documentation et la checklist. 3 points ici. Premier point, donc la mise à jour de la politique vie privée ou la politique de confidentialité que vous avez donc en tant que responsable du traitement. On a parlé de l'obligation de transparence et déjà à cette occasion, je vous en ai parlé. Donc l'idée, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, où vous incluez le volet lanceur d'alerte dans votre politique générale ou vous créez une politique dédiée, comme vous l'a montré également Margot. Ce qui est important aussi, c'est que dans cette politique, vous traitez bien la question des droits des personnes concernées et que vous prévoyez les exceptions ou les limitations, le cas échéant, comme par exemple par rapport au droit d'accès de la personne concernée, donc celle qui est visée par le signalement. Deuxième document important, c'est le DPIA ou l'analyse d'impact, qui est fortement recommandé. Donc, avant de commencer et de lancer votre système, il importe de procéder à une analyse d'impact. Pourquoi? Tout simplement parce que le GDPR prévoit qu'il convient de procéder à une analyse d'impact quand il y a un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées. Et parmi les hypothèses qui sont visées, c'est notamment le cas quand des données particulières ou des données relatives aux condamnations pénales et aux infractions sont traitées, ce qui sera souvent le cas, comme je vous l'ai expliqué. Donc voilà, conseils, recommandations, procéder à un DPIA et ce DPIA doit bien sûr être fait en collaboration avec le DP. Dernier document important à mettre à jour, c'est le registre d'activité de traitement de votre entreprise en tant que responsable de traitement. Pourquoi? Parce qu'il s'agit évidemment d'un nouveau traitement et donc ce nouveau traitement doit être repris dans votre registre.
Alors, dernier slide en ce qui me concerne, il reprend une série de recommandations. Si vous m'avez bien écouté, vous devriez être en mesure de lister vous-même, là maintenant, les 9 premières recommandations, puisqu'elles ont déjà été toutes discutées. Il y a juste un petit joker bonus qui est la 10e, je dirais. Donc, premièrement, privacy by design. Pensez bien et réfléchissez le système, le software que vous allez utiliser et les différents canaux et faites en sorte qu'ils soient en conformité avec le GDPR. Deuxièmement, il importe également de s'assurer d'avoir une base légale ou plusieurs bases légales en fonction des données. Troisièmement, pensez à la durée de conservation et la réduire autant que possible. Pensez à quelles données vous allez collecter et limiter au maximum. Choisissez des mesures de sécurité appropriées pour garantir la confidentialité. Procédez à une analyse d'impact. Et ensuite, mettez à jour votre politique vie privée en tenant compte des droits des personnes concernées et des limitations. Mettez à jour votre registre d'actualité. Et enfin, donc, j'ai envie de dire le dernier conseil, la petite cerise sur le gâteau, pensez aussi à recueillir le consentement donc, de la personne concernée en cas d'enregistrement. Ici, on vise la personne concernée au sens du GDPR et plutôt donc l'auteur du signalement. Ça, c'est vraiment quelque chose évidemment d'essentiel à avoir à l'esprit également. Je passe la parole à Margot qui va vous expliquer donc l'aspect sécurité, je dirais, du software. Merci. Merci beaucoup. Oui, mais évidemment, on se rend compte en fait qu'on gère des données qui sont très sensibles avec ce logiciel. Et donc, c'était vraiment super important pour nous, bien entendu, d'avoir des standards de sécurité qui soient les plus hauts possibles. Donc, par rapport au RGPD, justement, la plateforme est bien conforme aux nécessités, aux obligations qui ont été citées plus tôt. Les données aussi sont stockées au sein de l'Union européenne, donc c'est un élément aussi très important qui garantit une certaine sécurité de la gestion des données. Il faut savoir aussi que notre plateforme est cryptée de bout en bout, c'est-à-dire que même nous, du côté de notre équipe de développeurs, aussi talentueux qu'ils soient, ils n'auront pas accès aux alertes qui seront lancées. Et nous, on n'a pas accès aux comptes des entreprises, des plateformes, donc on ne peut vraiment pas voir ce qui se passe à ce niveau-là. Tout est vraiment sécurisé. On a aussi un certificat de sécurité, l'ISO 27001, qui garantit vraiment une certaine procédure et gestion des données à ce niveau-là. On effectue régulièrement des tests d'intrusion, donc c'est-à-dire qu'on effectue de fausses attaques, si vous voulez, de faux piratages pour voir s'il y a d'éventuelles failles dans le système, justement pour pouvoir prévenir ces problèmes avant qu'ils n'apparaissent. Donc voilà, à ce niveau-là, la plateforme peut vous garantir certains standards de sécurité. Merci Margot. Avec plaisir. Alors voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Tout d'abord, je tenais au nom de Lydiane à vous remercier tous pour votre participation. J'espère que maintenant vous avez une meilleure idée de ce qui vous attend, ce que vous devez encore éventuellement faire pour faire en sorte que votre entreprise soit bien en conformité avec cette législation, que ce soit donc pour l'échéance du 15 février ou éventuellement pour la fin de l'année si votre entreprise a un peu plus de 50 employés mais moins de 250. En toute hypothèse, je me tiens à votre disposition si vous avez encore des questions et il en va de même évidemment pour mes collègues Lola et Estelle. Et si vous décidez de mettre en place un système via un software, vous avez également les coordonnées de Margot qui pourra répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi et au plaisir de vous voir pour un autre webinaire. Merci beaucoup.